bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Alors personne n'a encore proposé de leur décerner le prix Nobel de la paix ou de les inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. On n'a pas encore vu fleurir de t-shirts « Je suis guignol », mais cela ne saurait tarder. En tout cas, l'union sacrée a payé. Rassurez-vous, cher Alain Finkielkraut, les guignols de l'info sont sauvés. Au moment où se déroulaient les obsèques d'Hervé Cornara, chef d'entreprise assassiné et décapité par un employé islamiste, en effet, la classe politique de Mélenchon à Philippot se mobilisait pour sauver les marionnettes de Canal+, menacées par Vincent Bolloré. Jean-Marc Ayrault invoquait Rabelais et Molière, Jean-Luc Mélenchon dénonçait la censure et Alain Juppé affirmait « Nous avons besoin des guignols » avant de remplacer la photo de son compte Twitter par celle de sa marionnette. Et le président lui-même a affirmé que les guignols faisaient partie de notre patrimoine. Alors que la pétition « Touche pas à mes guignols » a recueilli plus de 100 000 signatures, vous nous direz, Alain Finkielkraut, ce que vous inspire cet unanimisme. Mais il est difficile aujourd'hui de ne pas évoquer la Grèce, où les électeurs sont appelés à arbitrer le bras de fer entre Alexis Tsipras et l'Union européenne, en acceptant ou en rejetant les propositions des créanciers de la Grèce. Alors en France, l'affaire grecque a suscité un débat passionné entre les partisans de chaque camp. Alors pour les uns, Tsipras incarne la souveraineté du peuple grec, victime d'une Europe à la solde des marchés, et pour les autres, c'est un démagogue qui instrumentalise le peuple pour échapper aux contraintes du réel. Et pour vous, Alain Finkielkraut, qu'en est-il ? Est-ce que vous avez un souhait quant à ce référendum ? Alors, pour vous répondre, je vais user d'une... Vous allez me répondre ? Oui, c'est exceptionnel. C'est la dernière émission, donc il faut bien que je m'y mette. Oui. Au dernier moment. Donc, je vais vous répondre en effet, mais de manière sans doute insatisfaisante, puisque je vais user d'une figure rhétorique qu'on appelle la prétérition, et qui consiste à aborder un sujet après avoir annoncé que l'on n'en parlerait pas. En effet, il ne faut pas se laisser clouer le bec par les spécialistes, c'est aussi l'une des raisons d'être de la démocratie, mais je ne veux pas faire, par ailleurs, ce que Brunetière reprochait aux intellectuels, à savoir déraisonner sur les choses de mon incompétence. Oh, c'est joli. Je suis, je devrais parler de ce sujet. Il s'impose à l'actualité. Nous allons tous nous presser devant la télévision ce soir pour connaître les résultats du référendum. Et en même temps, si je pense quelque chose, je ne suis pas sûr que cette pensée doive être mise sur la place publique parce qu'elle n'est pas tout à fait étayée. Vous voulez dire, pardonnez-moi si je vous comprends bien, vous voulez dire qu'elle n'est pas étayée économiquement, mais par moi-même, parce que j'hésite, je ne sais pas très bien, je peux avoir plus ou moins d'antipathie pour le ministre des Finances grec qui a comparé les gouvernements européens à des terroristes, mais on ne bâtit pas une conviction sur une antipathie. Alors simplement, je dirais que je comprends les Grecs quand ils, du moins, ils sont fondés, selon moi, à protester contre les souffrances sans fin qu'on leur inflige de l'extérieur. Mais d'un autre côté, les Européens sont fondés à demander aux pays auxquels ils ne cessent de prêter de l'argent pour que, précisément, il arrive à boucler ses fins de mois, eh bien, d'équilibrer ses comptes. Et je dois dire que cette deuxième version, cette deuxième argumentation, j'en ai trouvé une sorte de confirmation, non pas dans un réquisitoire contre l'attitude de Tsipras, mais chez l'un de ses plus ardents défenseur. Vous passez à l'antiphrase, là ou... Non, Costa Gavras, oui. qui dans Le Monde nous explique tout le bien qu'il pense d'Alexis Tsipras. Et il a cette phrase étrange: « J'ajoute que dans cette affaire, l'Europe porte une lourde responsabilité. Qui a laissé gonfler la dette grecque pendant des années sans intervenir? Qui a consenti des crédits illimités sans se demander comment ils pourraient être remboursés? Qui donc pendant des années s'est satisfaite du fait que la Grèce est proportionnellement à la population le pays où roule le plus de Porsche ?» Peut-être, mais enfin c'est la Grèce qui a elle-même profité
profiter de ces crédits sans se soucier du lendemain. Alors retourner la responsabilité contre l'Europe et l'aveuglement dont elle a fait preuve, ça me semble assez léger. Ça me semble témoigner d'une certaine inconséquence. Mais j'arrête là cette argumentation chancelante, car elle est à la merci du premier économiste libéral ou progressiste venu. Oui, et en fait, peut-être pour clore sur le sujet, il me semble justement que ça n'est pas seulement une question économique et que la décision de faire entrer la Grèce en maquillant ses comptes, à vrai dire, était une décision politique. Donc, en réalité, aujourd'hui, est-ce que c'est pas tout simplement une espèce de comédie qu'on a avec le peuple au milieu, un peuple qui a perdu sa souveraineté au moment où il peut plus payer ses fins de mois, et dans la mesure surtout, il n'a pas d'État en quelque sorte, qui serait... Oui, le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y ait pas... pas d'État légitime pour collecter l'impôt. Voilà, l'État grec n'arrive pas à collecter l'impôt. Le gouvernement d'Alexis Tsipras n'a pas voulu ou pas pu imposer, n'a pas pu forcer l'Église orthodoxe grecque à payer des impôts. Il est allié avec un parti d'extrême droite qui l'en aurait empêché. Donc voilà, c'est effectivement... Mais en même temps, on voit bien, tout de même, il est vrai que c'est comme une incarnation de cette Europe, disons, qui semble avoir simplement une calculette dans la tête. C'est-à-dire, on nous parle de grande Europe, de belle Europe, d'union des peuples, et en termes d'image... Ce qu'on voit est effectivement ce que dénoncent depuis très longtemps les souverainistes. Oui, ce que dénoncent les souverainistes, mais je ne vois pas où est la souveraineté d'un pays qui se satisfait qu'on lui prête sans cesse de l'argent, s'enferme les réformes nécessaires pour être lui-même indépendant. Ce qui a conduit notre ami Jack Isbach à une proposition, semble-t-il, intéressante. Il dit sans doute faut-il annuler ou, comme on dit, restructurer la dette grecque, mais il faudrait maintenant que les Grecs empruntent aux banques et cessent d'emprunter au gouvernement, au FMI, ou à l'Union, à la Banque Centrale Européenne, parce qu'à ce moment-là, ils seraient forcés d'assumer leurs responsabilités. Mais depuis quelques minutes, je ne sais pas de quoi je parle, donc il faut que je m'arrête. Bon, très bien. Et alors que nous allons passer à un sujet que vous connaissez bien, en revanche, et qui est l'affaire des Guignols qui met toute la France en émoi depuis jeudi. Alors il semble que les menaces formulées contre les marionnettes par Vincent Bolloré s'inscrivaient dans un billard à plusieurs bandes dont nous ne parlerons pas ici et qui concernent la direction de Canal+. Mais on a du mal à ne pas penser à Philippe Muret, à ses mutins de panurge et à sa subversion en bande organisée. Comme le dit Daoud Bourzala, les héros de l'indépendance des médias ont été rétablis sur leur trône avec la bénédiction du prince. Alors, Alain Finkielkraut, comment ? Oui, la bénédiction du prince, oui, la phrase est très juste et me rappelle une réflexion de Michel Rocard, absolument extraordinaire. Il s'interrogeait sur justement la possibilité aujourd'hui d'exercer la profession politique. Il disait que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Le respect des responsables politiques s'est complètement perdu parce que on les juge inefficaces. Nous ne sommes plus, et c'est vraiment peu de le dire, dans une période de plein emploi. On les veut pauvres, on les moque, dit-il. Certes, autrefois, les rois avaient leur fou, mais le fou restait en dehors de la cathédrale. Maintenant, le fou est dans la cathédrale et il revient aux hommes politiques même de lui demander pardon. Ce qui fait, disait Rocard pour terminer cette réflexion, qu'il n'y aura bientôt plus en politique que les ratés de leur profession. Oui, et d'ailleurs, Michel Rocard a beaucoup regretté lui-même de s'être en quelque sorte... quand il avait répondu à Ardisson et à Laurent Baffy, d'avoir été lui-même complaisant avec... Est-ce que Sucé s'est trompé ? Voilà. Il lui avait demandé Ardisson. Il avait pris au dépourvu, répondu non, au lieu précisément de se lever et de ne pas répondre. Et en quittant le studio, Laurent Baffy l'a accompagné, l'a entouré du bras et lui a dit « Viens, je vais t'expliquer ma couille ». C'est un souvenir terrible. C'est un des pires souvenirs politique. C'est un souvenir d'autant plus terrible qu'on voit là que, si vous voulez, il est symptomatique, il a quelque chose d'historique, il fait époque, il est symptomatique d'un changement de monde. Nous n'avons pas encore des ratés
ce ne sont pas encore des ratés qui font de la politique ou qui veulent recueillir des suffrages, mais ce sont déjà des soumis. Vous l'avez signalé, les responsables politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, au gouvernement, jusqu'au chef d'État lui-même, viennent avec cette affaire, avec cette menace qui aurait soudain pesé sur les guignols de l'info, viennent de prêter allégeance à leurs insulteurs, si vous voulez. Oui, et puis vous avez dit le gouvernement et l'opposition, et ça va même jusqu'au FN, c'est l'UMPS-FN pour le coup, et pour les guignols. Ils mangent dans la main de leurs tortionnaires. On les ridiculise, on les bafoue, on les calomnie, et ils en redemande. Vous m'avez même dit que sur sa page, je ne sais quoi, Facebook... Twitter, sur son compte Twitter. Sur son compte Twitter, Alain Juppé avait donc remplacé son visage par sa marionnette. Et ça m'a d'ailleurs rappelé l'image de... Je crois que c'était Jean-Louis Debré. Oui, Jean-Louis Debré, pour les 30 ans des Guignols, déjà célébré... si vous voulez, avec le faste qui convient à une institution. Pour les 30 ans des Guignols, Jean-Louis Debré était allé sur le plateau avec sa marionnette. Alors c'est quoi? C'est le syndrome de Stockholm? Parce que vous me dites, ils sont complaisants avec leurs insulteurs, mais où est qu'est-ce que serait une véritable satire alors? Justement, alors d'abord, il faut dire, oui, bien sûr, il faut y revenir, ça. Mais d'abord, ils prennent acte, les hommes politiques, de ce que Baudrillard appelait la précession des simulacres. La marionnette, aujourd'hui, précède la figure, précède la personne. Elle le fait dans le temps. On devrait s'attarder sur le fait qu'aujourd'hui, les guignols de l'info, eh bien, l'émission commence quelques minutes avant le journal télévisé sur les 2 grandes chaînes. Donc, on commence par les marionnettes et... ensuite arrive le vrai visage de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de Manuel Valls. Ce qui fait que nous sommes conviés, avant même de savoir, et a fortiori de comprendre, nous sommes conviés à ricaner. Est-ce que vous le regardez d'ailleurs? Oui, ça m'arrive. Et la dérision, si vous voulez, c'est une sorte de catégorie a priori de l'entendement aujourd'hui, ce qui fait que la jeunesse... particulièrement consommatrice de ce genre de choses, qui était l'âge lyrique, comme dit Kundera, devient en même temps l'âge narquois. Et cette association est particulièrement... Lyrique et narquois, vous voulez dire? Lyrique et narquois, cette association est particulièrement indigeste. Heureusement, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui échappent à ce destin. Mais vous m'avez posé une question qui est importante, c'est... quelle est la place de la satire? Pas dans la cathédrale, déjà. D'accord. Et donc vous ne faites pas partie des gens qui pensent, parce qu'il est de bon ton, même pour ceux qui aujourd'hui disent « Ah, c'est pas drôle, ils sont devenus pas drôles », il est de bon ton de dire qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, l'esprit des Guignols, l'esprit Canal, c'était l'impertinence. Est-ce que vous... Non, ce que je pense au contraire, c'est que ce rire-là n'est pas le rire contre le pouvoir. Il incarne le pouvoir idéologique contre un pouvoir politique de plus en plus faible. Et c'est toujours la même chose, si vous voulez. La grande imposture de l'époque, dénoncée notamment par Philippe Muret, c'est le pouvoir qui se donne des allures de résistance. C'est la rébellion érigée en norme, en fait. Voilà. C'est-à-dire, et c'est même un rire de propagande qui laisse en déshérence l'immense territoire du risible. Ce que ce rire fait, c'est de sanctionner tous ceux qui pensent en dehors des clous. Nous vivons à l'ère du gloussement unique. Et on a envie de dire, mais comment font-ils pour laisser échapper tant de choses comiques, quelquefois pathétiquement comiques, mais j'en ai noté une, par exemple... Invoquer Rabelais et Molière, c'est déjà en soi comique. Ouais, déjà, mais en même temps, oui déjà, mais en même temps, si vous voulez, il y a eu cette réforme des collèges. L'attitude générale de Najat Vallaud-Belkacem, cette façon de parler la langue de bois, a quelque chose de comique. Mais il y avait plus. Il y avait des exemples donnés à la télévision pour chanter les vertus de l'interdisciplinarité. Un professeur de français, un professeur de gymnastique qui mettent leurs compétences en commun dans une classe
pour demander aux élèves donc, de réaliser ensemble une vidéo sur le thème « Comment persuader vos camarades de jouer au handball ?» On arrête avec le français, on arrête avec l'histoire, on réduit encore une fois les horaires des grandes disciplines de l'enseignement des humanités et de la culture pour faire ça. C'est atroce, mais c'est extraordinairement drôle et jamais les guignols de l'info, ces ricaneurs médiapartisés ne penseront à faire un sketch autour d'une telle initiative. Et le terme d'ailleurs patrimoine employé par François Hollande justement cogne, me semble-t-il, avec la réforme des collèges. Voilà, c'est-à-dire c'est ce patrimoine-là qui remplace l'autre. Oui. Et j'aurais un autre exemple. Allez-y. Je vous en prie. Bon. Non, mais je vous en prie, donnez-moi votre exemple, je vous poserai mes autres questions après. Si vous voulez, on a envie d'en rire parce que le premier réflexe, c'est d'en pleurer. Et il y a beaucoup d'événements comme cela, où on rit et on pleure en même temps, on rit pour ne pas pleurer, mais là encore, l'élément comique échappe aux humoristes officiels, aux amuseurs qui nous gouvernent. Je lisais dans Le Monde un article sur 3 jeunes interdits de sortie du territoire qui ont déposé des recours devant la justice. Il est comique celui-là ? Mais non, il est atroce, mais l'avocat général est involontairement comique. Donc, parmi ces 3 jeunes, il y a une jeune femme, Emmeline. Elle est habillée d'une abaya noire, elle s'est présentée, devant le tribunal. Elle est habillée d'une abaya noire qui ne dévoile qu'une partie de son visage. C'est une jeune convertie originaire de Mulhouse. Et il y a beaucoup de convertis à Mulhouse parce que la proportion, des autochtones et des enfants d'immigrés s'est inversée. Bien, donc une jeune convertie origine de Mulhouse. Elle s'est vue interdite de sortir du territoire suite à une demande de passeport. Elle projetait, de se rendre en Arabie Saoudite. Ses motivations sont apparues floues aux policiers et l'interdiction de sortie du territoire a été prise au motif qu'il existait des raisons sérieuses de croire que son déplacement à l'étranger avait pour objet des activités terroristes. Elle dit « mais c'est pas vrai, je voulais aller en Arabie Saoudite pour aller dans une faculté de théologie réservée aux femmes ». Mais la décision a été prise sur la base de 3 éléments. D'abord, un signalement de sa mère pour radicalisation, puis une note blanche des services de renseignement. Et là, vous allez voir, mourir en martyr permet d'engranger des points supplémentaires pour rejoindre le paradis, aurait notamment déclaré la jeune femme. Vous riez, donc c'est drôle. On engrange des points. Il y a le permis à points du paradis. Donc non, mais c'est surtout, ça fait un peu jeu radiophonique. Voilà, exactement. Donc, oui, si vous voulez, c'est mieux. La comparaison est meilleure que le permis. Vous avez raison. Bon, alors déjà, il y a un élément risible. Mais on ne s'arrête pas. On pleure en même temps, mais on rit. On ne sait plus très bien. Le rapporteur du ministère public, Manuel Bourgeois, a demandé l'annulation de l'IST. Maintenant, c'est une IST. C'est l'interdiction de sortie du territoire. Et demandé 1500 € à la charge de l'État en dédommagement au motif que les propos rapportés dans la note blanche n'était d'aucune portée en raison de l'absence d'éléments de contexte. Il a indiqué que ce type de propos figurait dans le Coran et pouvait être repris par beaucoup de musulmans. Vous voyez où on en est. D'abord, l'État doit payer 1500 € de dédommagement à quelqu'un qui dit « moi je veux mourir en martyr parce que ça me permet d'engranger des points ». Et, alors je ne sais pas si la décision sera prise, mais vous avez un ministère public qui, à force de lutter contre les amalgames, de dénoncer, de condamner l'islamophobie, eh bien, nous explique qu'il n'y a aucune différence entre l'islamisme radical et l'islam, puisque le Coran vous demande de mourir en martyr afin d'engranger des points supplémentaires pour rejoindre le paradis. Et c'est donc le rapporteur du ministère public qui s'exprime ainsi. Il y a un sketch là-dedans. Il y a un sketch. Est-ce que la France devra... C'est à pleurer, mais c'est extraordinairement drôle. C'est-à-dire, jusqu'où va la soumission ? Est-ce que la République devra fournir les 70 vierges, peut-être ? Ben oui, peut-être. Ben voilà, peut-être. Mais, au chapitre des nouvelles qui devrait peut-être vous faire rire et pleurer à la fois, je vous signale que le CSA a cru bon d'adresser une réprimande, enfin je ne me rappelle plus du terme, à Europe 1 pour les propos de Roger Kuckerman que nous avons évoqués ici
Roger Kuckerman avait dit que les crimes anti-juifs étaient commis par de jeunes musulmans. Eh bien, le CSA, qui laisse passer, je dois dire, beaucoup de choses, ce gendarme, alors je ne sais pas si ça vous fait rire ou pleurer, mais il y a une autre chose... Mais non, mais je peux ajouter que c'est parce que j'avais tenu des propos analogues que j'ai obtenu, je crois, la Yabon Award de cette année. Ah, vous l'avez eu cette année ? Je l'ai eu cette année, oui. Oui, parce que après avoir dit que, bien entendu, tous les musulmans n'étaient pas antisémites, mais l'antisémitisme aujourd'hui était majoritairement musulman. Cette simple phrase, isolée de son contexte, m'a valu d'être nominé et je crois aussi d'obtenir la Palme d'Or. D'ailleurs, par exemple, ces Yabon Awards décernés à Alain Finkielkraut, Caroline Fourest ou Elisabeth Badinter, je veux dire, sont en eux-mêmes assez comiques. Alors, je vais vous soumettre tout de même le tweet de Christiane Taubira, parce que beaucoup de gens ont remarqué que Christiane Taubira n'avait pas eu de mots pour la victime, pour la famille de la victime et pour la victime de l'Isère, Hervé Cornarin, et elle a fait ce tweet à propos des guignols. Touche pas aux guignols, rire ou dépérir, telle est la menace sur ce tour d'esprit quotidien qui si savoureusement chahute les puissants. Alors ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer, ça, Alain Finkielkraut ? C'est accablant, accablant. Ce sont tous les lieux communs de l'époque. Ce sont les puissants qui chahutent, comme Michel Rocard l'a très bien dit, qui chahutent aujourd'hui les faibles. Et cette faiblesse, cette exposition, cette vulnérabilité des politiques va effectivement détourner de cette profession les meilleurs. Et ce sera une véritable catastrophe. Il faut maintenant une forme de masochisme pour entrer dans cette carrière, c'est-à-dire pour être exposé à la bêtise vindicative des guignols de l'info. Et comme vous l'avez dit, c'est pas seulement une faiblesse disons, qui serait subie, c'est une faiblesse acceptée. Ce sont eux qui rampent et qui sont prêts à tout, si vous voulez, pour aller dans un JT. Exactement, oui. Mais peut-être comme... pardonnez-moi, allez-y. Non, allez-y. Non, la question que je me posais, c'est à partir du moment, on en a déjà parlé d'ailleurs au moment des rencontres de Blot, à partir du moment où justement la rebellitude, comme vous l'avez dit, est érigée en norme, où peut se situer aujourd'hui, c'est-à-dire Jean-Michel Ribes l'autre jour jeudi m'a dit c'est un rire de résistance. Je lui ai dit mais vous résistez à qui? À Elisabeth Lévy? Donc où peut se situer aujourd'hui la subversion? Est-ce que d'abord il faut renoncer à cette idée? Est-ce que c'est tout simplement mort, ou est-ce qu'il faut essayer de trouver, se déplacer? Je pense, il ne s'agit pas de valoriser la subversion pour elle-même. Je crois qu'il y a en France aujourd'hui une idéologie puissante et même dominante, que les guignols de l'info en sont la parfaite incarnation. Il importe donc de la combattre, aussi bien par les armes de la critique que par les armes du rire. C'est tout. Il ne faut pas se tromper d'époque, pas se tromper de cible. Il faut cesser d'appeler les puissants ceux qui n'ont pratiquement plus aucun pouvoir. Et il y aurait évidemment place aujourd'hui en France pour un humour véritablement corrosif, mais précisément ce sont les humoristes professionnels qui en empêchent aujourd'hui l'expression. Il n'a pas sa place. Il serait immédiatement bâillonné. Et d'ailleurs, Cécile Duflot, dans son tweet, a parlé d'ironie. Alors, je pensais que vous citeriez Milan Kundera, mais il me semble que ce ricanement est très loin de l'ironie. Oui, en plus, l'idée de Kundera, c'est que l'humour, c'est la sagesse de l'incertitude. C'est donc, si vous voulez, il faut toujours se souvenir que l'humour est un moment particulier de l'histoire du rire. Le rire inaugural de l'humanité, le rire primitif, est un rire barbare. On se moque de toutes les différences. L'humour, c'est la capacité, effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Bolloré, c'est la capacité de rire de soi. Voilà.
de rire de soi, parce que oui, de rire né du savoir qu'il y a, né de cette espèce de scepticisme, du savoir qu'il y a quelque chose d'incertain dans ses propres convictions, même dans ses convictions les plus chères. Et je ne suis pas sûr que cette capacité soit particulièrement développée chez les humoristes qui nous gouvernent. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai été très heurté par une des couvertures de Charlie Hebdo, non pas celle où Charlie Hebdo justement critique la violence islamiste, mais celle qui représentait Catherine Deneuve comme une espèce de matrone un peu. De matrone, même plus que ça, comme une espèce je sais pas, elle ressemblait à une borne sur la route, etc. Tout ça pour se moquer de son âge. Oui. Et ça, c'est une forme, si vous voulez. C'est le rire du fort par rapport au... Oui, et d'ailleurs, les vieux sont les victimes de ce rire, et Alain Juppé, menacé qu'il est par la limite d'âge, ne cesse de vouloir montrer à quel point il est jeune. C'est pathétique, c'est pitoyable. Et d'ailleurs, au chapitre du comique involontaire, je trouve que tous ces gens, si vous voulez, qui nous disent qu'au bout de 30 ans, ils ne doivent pas partir et qui demandent le rajeunissement de tout par ailleurs, sont aussi comiques à bien des égards. Alors malheureusement, nous ne pourrons pas continuer aujourd'hui à parler de la crise de l'humour en quelque sorte. Et avant de nous quitter, j'ai une triste nouvelle à annoncer. L'Esprit de l'escalier ne reprendra pas en septembre. Alors je vous rassure, nous ne sommes pas victimes de la censure, mais de la nécessité pour vous, Alain Finkielkraut, de vous concentrer sur la préparation de votre discours de réception à l'Académie. Et nous nous retrouverons en janvier quand celui-ci sera rédigé, et enfin dès mercredi on pourra cependant vous lire dans le Nouveau Causeur. Alors je vous remercie pour cette année, pour cette saison à flâner avec vous dans une actualité parfois comique. Je vous souhaite bon courage pour Félicien Marceau. Je vous remercie de votre fidélité, chers auditeurs, et j'espère bien que nous nous retrouvons en janvier.